Je vais parler en historien, mais d'abord, je voudrais dire un petit mot de citoyen, un peu dans la ligne de ce que disait Ruffin. Bien entendu, je suis à 125% ou plus avec les Gilets jaunes, pas simplement par sentiment d'une nécessaire justice sociale, puisque moi j'appartiens au milieu privilégié, mais parce qu'ils m'ont rendu ma fierté d'être français. Quelque chose comme ce qui vient de se passer, il n'y a que la France qui puisse produire ça. C'est-à-dire faire face au pouvoir de façon complètement désorganisée ou organisée aussi d'une autre manière. La France est le seul pays qui peut faire ça. Irrationnel, et la France est le seul pays où la police puisse bien se comporter. Non. Vous diriez irrationnel? Pas du tout. C'est pas du tout la force de résistance. Maintenant, ça c'était le couplet citoyen. Maintenant, je vais devenir un historien froid et sinistre. Est-ce qu'on a déjà vu un mouvement comme celui-là? Comment? Est-ce qu'on a déjà vu un mouvement comme celui-là? Mais moi, j'en ai vu dans d'autres secteurs de la population. Je vais pas faire le vieux de la table, mais j'ai vu mai 68, j'ai vu des choses comme ça. Est-ce que c'est comparable? Dans la forme à la fois spontanée et organisée, c'est typique de la culture française. Et la France est le seul pays qui puisse produire ce genre de choses. Mais je voudrais parler, en fait, là, maintenant, reparler en tant qu'historien, du phénomène de la violence. Parce que je trouve que la façon dont on parle de la violence est un peu léger et, je dirais, dans l'émotion. Donc, bien entendu, on déteste tous la violence. Et je veux dire, moi je suis retraité, donc plus on vieillit, plus on est contre la violence, plus on connaît le prix de la vie et ces choses-là. Mais l'analyse qui est faite des phénomènes de violence dans les médias que je suis est tout à fait insuffisante, elle est tout à fait dans l'instant. Il y a une histoire de la violence, je dirais, sous le quinquennat d'Emmanuel Macron. Il est parti, je m'explique, je vais vous faire la séquence. Non, parce que là, j'ai l'impression que vous êtes en train de légitimer la violence. Alors là, vous vous placez tout de suite, j'ai déjà entendu ça, j'ai vu... non, mais je m'interroge, parce que vous dites qu'il faut remettre en perspective la violence. C'est-à-dire, vous êtes en train de me dire que faire de l'analyse historique, c'est prendre parti? Non, vous allez voir, je vais dénoncer la violence d'une autre manière. Oui. Alors d'abord, il faut partir d'un pays dont la société est extrêmement violente. C'est une société qui accepte de vivre avec un taux de chômage de 10%, où les gouvernements se succèdent sans jamais trouver de solution. On a eu un petit moment de paix avec Macron, c'est la phase que j'appelle le macro-jeunisme, si on peut dire, où on attendait des choses extraordinaires de son arrivée au pouvoir, et où les choses semblaient bien se passer. Mais déjà dans cette période, on sentait chez ce président un certain plaisir un peu vicieux à aller humilier les gens ordinaires sur le terrain, les gens qu'il dominait culturellement, en fait. Il y avait quelque chose déjà de violent. Et puis ensuite, il y a eu l'affaire Benalla. Et Benalla, pour moi, c'était un choc. C'était comme si on voyait la violence sortir, pas simplement de l'Élysée, mais du cerveau du président. Vous voyez, il y a quelque chose, je dirais, de cet ordre. Et j'en viens maintenant à l'analyse de la situation actuelle. Je veux dire, ce qui est violent, et évidemment, c'est insupportable, je dirais, de voir toutes ces vitrines démolies, ces voitures défoncées. Mais qu'est-ce que c'est à côté de la violence qui consiste à mettre des gens hors d'état de vivre, des familles hors d'état de vivre, en leur augmentant le prix des produits de première nécessité? C'est une violence absolument incroyable. Et j'irai plus loin maintenant, et je passe dans la phase, je dirais, vraiment sinistre de mon analyse. Ah oui, parce que là, c'est... Oui, voilà. Et je vais vous dire, l'une des choses qui m'inquiète dans la situation actuelle, c'est que tout le monde a l'air de dire, et alors là, ça vaut pour la France insoumise et tous les gens optimistes, du genre, au fond, Macron est bien embêté, le gouvernement est bien embêté, tout lui pète à la figure, etc. Bon, il est clair qu'au début, les choses sont arrivées par maladresse, par incompréhension, etc. Mais au stade actuel, il me semble qu'on est tout à fait dans autre chose. On est dans une stratégie délibérée de provocation gouvernementale. Le fait de refuser... Non, je continue, je termine, ensuite je vous faudrai la paix. Laissez la parole aux autres aussi Emmanuel Todd. De stratégie délibérée, il employait le mot chaos. Le lendemain d'un jour, ou dans un passage à Agès-sur-Image, j'avais dit que le gouvernement avait une stratégie du chaos. Au stade actuel,
la population soutient le mouvement, mais il y a des catégories sociales qui vont fléchir. Il était en bout de course. Et je vais essayer de faire bref. Et il n'est pas du tout évident. Alors, les petits soldats du macronisme racontent des choses lénifiantes. Pourquoi vous l'appelez comme ça? C'est un peu méprisant, non? Parce que je vais... Voilà. Ils ont du courage parce que oui, effectivement, ils ont du courage. De venir affronter ce soir une émission en prime time en direct. Mais au stade actuel, on doit être historien, réfléchir à plusieurs possibilités et se demander si le gouvernement, en refusant un moratoire sur ces taxes, n'est pas tout simplement dans une stratégie du chaos. Et maintenant, je vais aller jusqu'au bout et je vais finir. Il a été question de l'Arc de Triomphe. Il a été question de l'Arc de Triomphe. Il a été question de l'Arc de Triomphe. Moi, je viens d'une famille qui a de vieilles traditions communistes, où on apprenait que dans ces mouvements de foule, il y avait toujours des questions d'agents provocateurs. Et je m'étonne de la naïveté des journalistes qui ne sont même pas capables de supposer que ces déprédations sur l'Arc de Triomphe sont le fait d'agents provocateurs. C'est l'arrogance quand on vient dire aux Français vous êtes des gens qui ne sont rien, vous êtes des Gaulois réfractaires. La France a besoin de calme. Oui. La France a besoin de calme. Et autant je sympathise avec les Gilets jaunes, et je suis plutôt du côté du Ruffin idéologiquement, autant je pense que toutes les mesures, je dirais, de type globalisante et maximaliste, du genre de réclamer des démissions, réclamer des dissolutions, là je vais reparler en tant qu'historien modéré, dans le contexte actuel de décomposition du système politique français, de désintégration et d'atomisation de la société française, ça ne peut produire que plus d'anarchie. Je vous le dis, ce genre de situation mène beaucoup plus sûrement à des coups d'État qu'à des renouveaux démocratiques. Donc je recommande la plus extrême prudence. J'ai dit fierté d'être français pour les Gilets jaunes, mais je dois dire quelque chose qui m'attriste et qui est commun à tous les acteurs, en fait, depuis que j'entends ça, c'est que les gens ne semblent pas comprendre d'un côté et de l'autre que la France, si elle a une culture et un peuple, n'a plus un système politique indépendant. Elle est dans la zone euro, elle est dans l'Union européenne. Aucun gouvernement ne peut résoudre les problèmes économiques de la France, de gauche, de droite, etc. Et donc, et je sais bien le caractère désespéré de ce que je dis, puisque seulement 28% des Français, en mars 2017, pensaient qu'il fallait sortir de l'euro. Donc une sorte d'aveuglement national collectif sur le mal qui, petit à petit, nous tue. Et là, je dois dire que tous les acteurs sont dans le même brouillard. Et je m'excuse de devoir, chaque fois que je suis sur un plateau de télévision, ce qui heureusement n'est pas fréquent, devoir répéter cette chose. Mais si vous voulez, c'est comme le type qui dit « Ah là là, ce patient a besoin d'un triple pontage, il le réclame sans arrêt, c'est toujours la même chose, il est vraiment embêtant. » En tout cas, on va vous déplacer le débat sur le terrain européen. Et ça tombe bien puisqu'il y a des élections. Non, parce que la France, le système français, européennes. Nous sommes asphyxiés. Et l'asphyxie monétaire, l'incapacité, la perte de souveraineté monétaire lance les Français les uns contre les autres. Emmanuel Todd, merci. On a entendu votre point de vue.